Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On plonge dans le quartier de Geto à Osaka. Bonjour. Oui, on va essayer de dénicher quelques histoires, quelques trésors cachés en s'appuyant sur nos sources. Exactement. Geto, d'après ce qu'on a lu, c'était au départ plutôt... Des terres basses, des criques, façonnées par les rivières Yodo et Yamato. hmm, un paysage assez différent d'aujourd'hui. Clairement, ça a dû pas mal changer. Absolument. Et c'est ça le but. Voir comment tout ça, les légendes, les grands travaux, même les stratégies militaires, a modelé le Geto qu'on connaît. Et où on peut encore en voir les traces, quoi. C'est ça. Comment on est passé d'une zone un peu inondable, disons, à un quartier dynamique. C'est cette transformation qui est fascinante. Alors, commençons peut-être par l'époque d'Edo, avec cette histoire de rivière, l'Anjigawa. Oui, bonne idée. Une histoire assez parlante. Zaka vivait du commerce maritime. Et là, un marchand, Yodoya Tatsugoro, décide de financer le creusement d'une rivière artificielle. Carrément. Il met la main à la poche, comme on dit. Et, avec une technique intéressante, les fameux jakago, C'est ça, des cages en bambu. remplis de pierres pour faire les digues. Ingénieux, non? Très. C'était vital, en fait. Ça a redonné un accès direct à la mer intérieure de Seto. Du coup, gros impact sur les marchés. Le riz, le sel. Énorme coup de fouet, oui. Il y a d'ailleurs un monument qui le rappelle. Et il y a cette anecdote, touchante, je trouve. Ah oui, Celle de la marchande, Yoshino Saki. Elle aurait donné les poutres de son entrepôt pour réparer une digue. ah ouais, c'est incroyable. Et ces poutres portaient sa marque, le signe J, qui veut dire chance ou bonheur. Joli symbole. Ça montre déjà un certain esprit. Tout à fait. Un esprit d'initiative, de communauté face aux défis. Et pour ceux qui aiment chercher, il paraît qu'on peut encore voir des ruines de l'écluse. Oui. Et peut-être même trouver une pierre avec ce signe J. Ça serait une belle trouvaille. Les sources mentionnent aussi des expériences immersives, genre goûter un vin de gingembre local. Oui. Ou fabriquer des mini Jakugo. Des petites choses pour se connecter à cette histoire. Bon, on change d'époque. Direction la période Sengoku, avec le sanctuaire Sekime. Oui, le Susanoo Mikoto Jinja de son nom officiel. Une autre histoire, un autre type de défi. Là, on parle de stratégie militaire, c'est ça? Toyotomi Hideyoshi vers 1580? Exactement. Il l'aurait établi pour plusieurs raisons. D'abord, une protection symbolique, Contre les mauvais présages venant du nord-est, le fameux Kimonyoke. précisément. Une direction jugée néfaste, mais aussi, et c'est très concret, comme point de défense. Ah, d'accord, une sorte de poste avancé? Oui, sur une route clé, la route des Nanagari, les 7 virages. 7 virages. Pourquoi? C'était une route conçue exprès, très sinueuse, pour obliger les ennemis à ralentir, à briser leur formation. C'était malin. Ah ouais, pas bête. Astucieux. Et ce qui est frappant avec ce sanctuaire, c'est sa résilience. Il a subi des typhons, des inondations terribles, comme celle de 1885. Et il est toujours là. Toujours là. Et à chaque fois, c'est la communauté locale qui s'est mobilisée pour le reconstruire. Encore cet esprit collectif, tu vois. Décidément, c'est un fil rouge. Et il y a aussi cet étang, Renjike. Oui, on dit que c'est la trace de l'extraction de terre pour construire les fondations du sanctuaire. D'accord. Et même l'empereur Meiji y aurait fait une halte. C'est ce que rapportent les chroniques locales, oui. Ça ajoute une couche d'histoire. Quel contraste quand même entre ce passé stratégique, guerrier presque, et l'atmosphère paisible qu'on y trouve aujourd'hui. Tout à fait. C'est un havre de paix, vraiment. Facile d'accès en plus, près de la gare Keihan Sekime, un trésor caché en plein quartier résidentiel. Parfait pour une pause, quoi. Alors, après Edo et Sengoku, on saute à l'ère Meiji. Avec une histoire plus folklorique. Oui, direction Fukai Inari et ses renards. Ah, le Kitsune no Yomeiri, le mariage des renards. J'adore cette légende. Elle est très populaire. À Fukae, la tradition, c'était d'accrocher des lanternes rouges en forme de tête de renard. Et il y a cette histoire incroyable du pharmacien Yamamoto Tokujiro en 1889. Oui, raconte. Il aurait vu une procession de renards portant des lanternes, la nuit. Imagine la scène. Et en les suivant, il serait tombé sur une source, la Reiko no I, une source un peu miraculeuse. C'est ça. Et même sur une recette qui aurait aidé contre une épidémie, selon la légende. Complètement fou. Mais ça en dit long sur le rapport au sacré, non? Absolument. Le sanctuaire Fukai Inari est dédié aux esprits renards blancs, considérés comme des messagers divins. Et il y a beaucoup de statues de renards là-bas, c'est ça? Plus de 300, en pierre datant de l'ère Meiji. Ça crée une atmosphère vraiment unique, presque mystique. Surtout la nuit, j'imagine, ou pendant le festival de janvier. Exactement. Avec les lanternes spéciales, l'eau sacrée du puits Reiko no I qu'on peut goûter. Le puits est accessible. À certains moments, oui. C'est un autre petit trésor.
Et il y a un secret. Ah, lequel? Sous certaines statues, il y aurait des inscriptions cachées, visibles seulement à la lumière UV. Sérieux? Ça, c'est pour les vrais explorateurs. Un petit jeu de piste historique. Donc, ce sanctuaire et son puits, encore une pépite, surtout l'ambiance en janvier. Tout à fait. Bon, si on résume, on a eu l'ingéniosité à l'époque Edo avec la rivière Anjigawa, Mhm. la stratégie et la résilience à Sekime pendant Sengoku, Oui, et le folklore, le mystère à Fuke Inari sous Meiji. 3 époques, 3 ambiances bien différentes à Johto. c'est ça. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment, au-delà de cette diversité, il y a des constantes. Comme quoi, par exemple? Cette capacité d'adaptation des habitants, leur ingéniosité face aux défis, qu'ils soient naturels ou humains, et puis cet esprit de communauté très fort qu'on a vu à plusieurs reprises. C'est vrai. C'est quelque chose qui semble traverser les âges. Exactement. Et je pense que, d'une certaine manière, ça imprègne encore l'atmosphère du quartier aujourd'hui. Ce n'est pas juste des vieilles pierres ou des légendes. Ça donne une autre dimension à la visite, c'est sûr. De savoir que toutes ces couches d'histoire sont là, juste sous nos pieds, en quelque sorte. Tout à fait. Et ça amène peut-être une dernière pensée. Vas-y. En explorant Johto, que ce soit physiquement ou juste en y pensant, on pourrait se demander quelles autres traces du passé pourraient bien se cacher. Comment ça? Un détail sur une façade, un nom de rue un peu étrange, une vieille enseigne, une conversation surprise dans un café. Ces petits fantômes bienveillants de l'histoire, ils sont un peu partout, non? C'est une belle image. Il suffit peut-être juste d'être un peu plus attentif. Voilà. Ouvrir un peu plus grand les yeux et les oreilles. Une belle invitation à la curiosité pour clore notre exploration. Merci pour ce voyage dans le temps, Aljoto. Merci à toi. C'était passionnant.